Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Opération Ville morte au Congo. L'opposition appelée à protester contre la réélection du président Denis Sassou Nguesso qui cumule plus de 30 ans à la tête du pays. Un appel bien suivi dans certains quartiers de Brazzaville et de Pointe-Noire. La justice du Niger a accordé la libération provisoire à Ama Amadou, l'opposant actuellement soigné en France et poursuivi pour une affaire de trafic présumé d'enfants. Candidat malheureux à la présidentielle, il a passé toute la campagne électorale en prison. Alors que de nouveaux combats ont fait 16 morts dans l'est du Congo, on s'intéressera au conflit qui perdure depuis plus de 20 ans dans les Kivu avec notre invitée Justine Brabant qui vient de publier « Qu'on nous laisse combattre et la guerre finira ». Pendant 3 ans, la journaliste a enquêté sur les combattants essentiellement Maï-Maï de l'est de la RDC. Une semaine après l'annonce des résultats au Congo-Brazzaville et la victoire de Denis Sassou Nguesso dès le premier tour, l'opposition a voulu manifester son rejet des résultats ce mardi en appelant à une grève générale, un mouvement qui a été très suivi dans certains quartiers de la capitale mais ignoré dans d'autres zones. Le récit de Nicolas Germain. De Bas-Congo, les étals sont vides. L'opération Ville morte est suivie ici car c'est un bastion de l'opposition. L'objectif est de contester la réélection du président Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, tout est mort. Même le marché ne fonctionne même pas. Et la circulation, pareil. Donc là, je reviens même de la maison pour voir tout. Je ne suis même pas parti au boulot à cause de ça. Nous lançons un message aux autorités congolaises, y compris ceux de l'Europe, de s'asseoir afin de trouver un compromis. Parce que la population souffre, la population ne peut pas rester toujours comme ça. Certains Congolais regrettent ce mot d'ordre lancé par une coalition de 5 candidats de l'opposition. Pour avoir l'argent, je dois travailler. Si je ne travaille pas, on va me payer comment? On est devenu payé aujourd'hui là. À la maison, je n'ai plus rien à manger. Je vais manger comment? Dans les quartiers favorables au président Sassou, l'activité est normale et ses partisans enthousiastes. Non, il n'y a pas ville morte. Qui peut décider? La seule personne qui peut décider ville morte, c'est lui-même le président Sassou. Parce que c'est lui qui est président. C'est lui qui est élu. Il n'y a pas d'autre personne qui peut dire que non, ville morte. Denis Sassou Nguesso, qui cumule déjà 32 ans au pouvoir, a été réélu au premier tour le 20 mars avec plus de 60% des voix. Mais l'opposition dénonce des fraudes massives et va déposer des recours devant la Cour constitutionnelle. Et puis à noter qu'un même appel de l'opposition avait été lancé au Tchad, un appel à la grève générale, un mouvement globalement bien suivi à N'Djamena dans les universités, le secteur public, dans les hôpitaux. Et cette fois, c'est avant la présidentielle du 10 avril que les opposants tentent de mobiliser. Ils dénoncent l'arrestation de plusieurs figures de la société civile la semaine dernière. Un geste qui pourrait apaiser l'opposition au Niger cette fois, la libération provisoire d'Ama Amadou, candidat malheureux à la présidentielle. La décision intervient une semaine après les résultats du scrutin donnant vainqueur le président sortant Mamadou Issoufou avec 92%. Poursuivi dans une affaire de trafic présumé de bébés, l'opposant nigérien Mahamadou est en fait actuellement soigné en France après une évacuation sanitaire à la fin de la campagne électorale. La décision de la justice satisfait en tous les cas son avocat. Écoutez. Il a donné la preuve que le Niger, c'est son seul pays. Il a une seule nationalité, celle du Niger. Il m'a dit officiellement, une fois, quand j'étais parti le voir, que même si on va le mettre dans une bouteille, il va rentrer au Niger. Et il a donné la preuve. Aujourd'hui, on parle de liberté provisoire. Il est libre. Nous verrons la suite. L'ONU a fait état de 2 nouvelles accusations d'abus sexuels impliquant ces casques bleus en Centrafrique. L'une vise le contingent burundais et l'autre un soldat marocain. Il porte à 25 au total le nombre d'accusations d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle recueillies par l'ONU en RCA depuis le début de l'année. Et puis dans l'est du Congo, des combats opposent depuis dimanche l'armée à une coalition de groupes armés FDLR et Maï-Maï. Ces affrontements à Mpati dans le Massissi, à l'ouest de Goma, ont fait au moins 16 morts, dont 4 militaires. L'armée affirme avoir lancé une opération pour libérer des villages occupés par ces miliciens. Ce conflit, ces violences dans l'est du Congo qui se poursuivent depuis plus de 20 ans maintenant, on va en parler avec notre invitée Justine Brabant. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de « Qu'on nous laisse combattre et la guerre finira ». Vous avez enquêté au total pendant 3 ans auprès de ces combattants des Kivu, essentiellement des combattants Maï-Maï que vous avez rencontrés. Peut-être un petit mot avant qu'on détaille sur ce titre « Qu'on nous laisse combattre et la guerre finira ». Pourquoi ce choix? Alors, c'est pas de moi, hein. C'est en fait une phrase qu'a prononcée un vieil homme qui était assez proche d'un groupe armé que j'ai rencontré à la fin d'une de mes enquêtes et qui en fait voulait dire par là que au Congo aujourd'hui, les gens
pensent que pour mettre fin à cette guerre, il leur faut prendre les armes. En fait, c'est un petit peu le paradoxe que j'essaie de pointer à travers ce livre, qui est le paradoxe qui fait aussi que cette guerre dure depuis 20 ans. C'est qu'aujourd'hui, dans les Kivu, beaucoup de gens s'engagent dans les groupes armés, s'engagent en masse, parce qu'ils pensent que ça reste encore la meilleure manière de gagner la paix. Justement, vous parlez de ces raisons, ces motivations de ces combattants. C'est l'objectif, c'est tout l'objectif de ce livre, comprendre pourquoi, plus de 20 ans après le début de ce conflit, il perdure. Sans rentrer évidemment dans toutes ces motivations, en résumant, quelle est la motivation principale qui explique que ce combat continue? Alors, je vais quand même en citer peut-être deux. En fait, une première chose qui est frappante, c'est l'espèce de cycle de vengeance qu'on observe là-bas, parce que dans un endroit où on est en conflit depuis 20 ans, il faut bien s'imaginer que les gens voient des membres de leur famille, parfois des très proches, mourir sous leurs yeux, des camarades de combat mourir au front avec eux, et quand on vit ce genre de choses, quand on voit des massacres, on a forcément envie soi-même de donner vengeance, en particulier quand le système judiciaire est défaillant et que la vengeance ne peut pas passer par la justice. Une deuxième petite chose, c'est aussi le fait que petit à petit, ces combattants nourrissent l'espoir de gagner des postes, de gagner soit des postes politiques en devenant représentants politiques de leur mouvement, puis éventuellement députés, et puis certains autres nourrissent l'espoir de gagner des postes dans la hiérarchie militaire. Et en fait, ça a été facilité par un certain nombre d'accords de paix qui ont été appelés des accords de paix, mais qui en fait ont paradoxalement contribué à la prolifération des groupes armés à l'Est. Alors gagner des postes, effectivement, vous en parlez beaucoup, gagner des postes ou des fonctions, pas seulement pour les postes, mais surtout parce que ça permet de gagner aussi de l'argent, de taxer les populations. Est-ce que le nerf de la guerre, ça reste pas finalement beaucoup l'argent, une des seules manières finalement de gagner de l'argent en ayant du pouvoir, en ayant une arme dans l'Est du Congo? Oui, bien sûr. En fait, il faut distinguer entre les déclencheurs des guerres et ce qui permet leur perpétuation. Alors, le déclencheur de la guerre, c'est pas l'argent, parce que les gens se sont pas dit je vais prendre l'arme et je vais aller gagner ma vie comme ça. Ils ont pris les armes parce qu'ils se sentaient agressés dans des circonstances très particulières. En revanche, le fait que cette guerre continue, effectivement, c'est lié au fait qu'il y a de l'argent à se faire. Par exemple, par le contrôle de carrés miniers. On parle beaucoup des minerais de sang à l'est du Congo. On parle beaucoup du fait que les groupes armés exploitent le coltan, qui est un matériau qu'on trouve dans nos téléphones portables, dans nos batteries d'ordinateurs. Effectivement, cette présence de minerais, elle n'est pas la cause du conflit, mais elle contribue à ce qui se perpétue. Alors, en expliquant toutes ces causes, vous avez rencontré effectivement de nombreux leaders de ces groupes, parfois des tout petits groupes armés. Est-ce que finalement, il n'y a pas parfois un décalage entre l'horreur de ce qui est commis sur le terrain, qu'on ne retrouve pas forcément beaucoup dans votre livre, et voilà, les explications, les motivations que eux donnent parfois. Est-ce que vous n'oubliez pas un petit peu l'horreur de ce qui se passe là-bas, de ces massacres, de ces viols répétés dans ces villages reculés de l'Est? Alors j'essaie dans ce livre de rappeler au maximum les exactions, les conséquences, y compris sanitaires de cette guerre. Je cite des rapports qui ont été menés, qui sont des enquêtes qui ont été menées, qui sont très complètes, d'organisations de défense des droits de l'homme sur ce qu'est ce conflit et ses conséquences terribles pour les civils et pour les combattants eux-mêmes. En revanche, ce qui peut-être surprendre, c'est que oui, j'explique que quand on arrive sur place et qu'on rencontre ces gens dont on a lu dans des rapports très officiels qu'ils avaient commis des crimes de guerre, eh bien généralement au premier abord, ce sont des gens ordinaires, ce sont des gens presque comme vous et moi, et ça, on ne peut pas le cacher, sinon je pense qu'on s'empêche de comprendre. Si on pense que ce sont des barbares, des sauvages qui n'ont rien à voir avec nous, je pense qu'on se prive de comprendre ce qui se joue réellement à l'Est, et du coup, on risque de ne jamais réussir vraiment à mettre fin à cette guerre. Merci Justine Barban. Je rappelle le titre de votre livre, Qu'on nous laisse combattre et la guerre finira, un livre qui est paru aux éditions La Découverte. L'ONU teste une méthode révolutionnaire pour lutter contre le sida au Malawi, qui reste l'un des pays les plus touchés au monde. Ce mois-ci, l'UNICEF a utilisé pour la première fois des drones pour transporter des échantillons sanguins, des essais qui se sont avérés concluants. Antoine Mariotti. C'est la dernière arme en date contre le sida chez les enfants. Les drones d'ordinaire utilisés pour la surveillance, la prise de vue ou le combat sont en passe de gagner les espaces ruraux du Malawi. Les examens sur les bébés nécessitent de passer par des laboratoires spéciaux. Le mauvais état des routes et les infrastructures très limitées dans le domaine des transports ralentissent très fortement le processus. Envoyer les échantillons et les récupérer peut prendre plus de 2 semaines. L'utilisation de drones comme moyen de transport pourrait considérablement réduire cette durée. Nous avons beaucoup de retard dans le traitement des enfants séropositifs. Ils doivent venir tôt pour faire des tests, idéalement avant l'âge de 2 mois, entre 6 et 8 semaines.
Leurs tests, les taches de sang séchées, doivent être acheminées vers l'un des 8 laboratoires du pays. Agnès est séropositive. Elle a amené son bébé dans ce centre de santé communautaire pour faire le test. 9% de la population du Malawi serait atteinte du sida, l'un des taux les plus importants au monde. C'est très difficile pour moi. Je ne sais pas si j'ai transmis la maladie à mon enfant ou s'il va bien, alors l'attente est douloureuse. L'UNICEF estime que 10 000 enfants meurent chaque année dans le pays à cause du sida. Le dépistage précoce est l'une des clés pour faire chuter ce chiffre, et les drones pourraient bien être la solution. Un point de sport pour finir. Il y avait beaucoup de matchs ce mardi pour les qualificatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Alors, aucune équipe n'a obtenu pour l'instant son ticket pour la CAN. À noter que le Nigeria est éliminé de la compétition. La Guinée s'est imposée au Malawi 2-1. Le Rwanda a écrasé l'île Maurice 5-0. Et puis, auteur d'un nul en Éthiopie 3-3, l'Algérie n'a plus besoin que d'un seul point pour se qualifier. Et puis, à noter aussi ce match nul de la Tunisie au Togo, alors que le Libéria, lui, est seul en tête après son écrasant succès sur Djibouti. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'info continue tout de suite sur France 24. Billet retour. À l'heure où les autres enfants vont à l'école, Walid, lui, reste à la maison. Sa vie a changé un matin de décembre 2014. Des assaillants entrent dans son école et font feu sur les élèves et leurs professeurs. Bilan, 151 morts et autant de familles brisées. Depuis à Peshawar, la sécurité a été renforcée. Comme beaucoup d'autres survivants, Walid peine à se remettre de ce drame qui a laissé des plaies impossibles à refermer. Pourtant, pour ne pas laisser ses agresseurs prendre le dessus, il est déterminé à renouer avec sa vie d'avant. Billet retour, à voir sur France 24 et sur France24.com.